Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 11 mars. Intensification des affrontements, 12e jour du conflit au Moyen-Orient. Téhéran annonce avoir mené des frappes les plus violentes depuis le début du conflit en visant de nombreuses cibles américaines et de l'entité sioniste, notamment dans des pays du Golfe. Une foule nombreuse se rassemble à Téhéran pour les funérailles des hauts commandants militaires iraniens tués lors des frappes américano-sionistes contre l'Iran. Pari risqué ou décision réfléchie, plusieurs pays membres du G7 annoncent débloquer des réserves stratégiques de pétrole dans le but de contrer la flambée des prix et d'amortir les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient. Et au Liban, l'entité sioniste vise un quartier densément peuplé du cœur de Beyrouth pour la deuxième fois depuis dimanche, tout en poursuivant le pilonnage d'autres villes, notamment au sud du pays. Bonsoir à tous. Aucune désescalade au Moyen-Orient, 12 jours après le conflit déclenché en Iran par les États-Unis et l'entité sioniste. Les forces iraniennes ont mené ce mercredi les frappes les plus violentes depuis le début du conflit en visant de nombreuses cibles américaines et de l'entité sioniste, notamment dans des pays du Golfe, en réponse aux salves de missiles américains et de l'entité sioniste qui se sont abattus sur plusieurs villes iraniennes, dont la capitale Téhéran. Le point avec Safouane Bessabri. La guerre entre dans son 12e jour et égale ainsi la première de son genre en juin, qui avait opposé l'Iran d'un côté aux États-Unis et à l'entité sioniste de l'autre. Durant la nuit du mardi au mercredi, l'Iran a annoncé avoir ciblé des bases américaines au Koweït. Des frappes de grande ampleur ont visé des cibles américaines et sionistes, la plus violente depuis le début du conflit selon les gardiens de la révolution. Les Émirats arabes unis ont subi une attaque de missiles et de drones à laquelle la défense antiaérienne a répondu, selon les autorités émiraties. Le détroit d'Ormuz attire l'attention et provoque l'inquiétude, là où 20% du pétrole mondial transite, faisant de lui une zone à haut risque. 2 navires affiliés aux États-Unis et à l'entité sioniste ont été visés aux missiles par les gardiens de la révolution iranien. L'Iran a procédé à l'opération en représailles aux frappes sur son territoire. Au Liban, le bilan de l'agression israélienne s'élève à 570 morts selon le dernier décompte du ministère de la Santé libanais. L'armée sioniste vise le sud du Liban, mais aussi le cœur de Beyrouth et sa banlieue. Les bombardements intempestifs ont provoqué 100 000 nouveaux déplacés durant les dernières 24 heures. L'armée sioniste a procédé à plusieurs raids de drones dans différentes localités du sud du pays, en plus de bombardements sur Beyrouth. Et ce conflit s'enlise de plus en plus avec des répercussions directes sur tous les pays de la région. On en parle avec notre consultant Tarek Hafid, journaliste, observateur des questions internationales. Tarek Hafid, bonsoir. Bonsoir. Alors, Donald Trump avait évoqué une attaque ciblée, précise et surtout courte. Or, aucun signe ne semble pour l'instant donner raison au président américain. A-t-il sous-estimé la puissance de frappe iranienne ? Vraiment, ça reste une énigme. Comment tout cela s'est préparé jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que plus les jours passent, plus on a l'impression que tout a été improvisé, qu'il y a finalement cette campagne, on va dire, militaire contre l'Iran n'a pas été préparé, n'a pas été planifié tel qu'il le faut, parce qu'on est en train de voir les répercussions, elles sont terribles, c'est-à-dire autant pour l'entité sioniste que pour les États-Unis, que pour les alliés des États-Unis dans la région. Et il y a un élément qui est important, c'est que dans quelques heures, cette seconde guerre va dépasser en termes de temps, va atteindre déjà les 12 jours de la première guerre contre l'Iran. Exactement. Qui a eu lieu durant le mois de juin. La même durée. La même durée, et visiblement, ça va durer encore beaucoup plus longtemps,
parce qu'on se souvient que cette guerre avait été la première, en tout cas, avait opposé l'Iran à l'entité sioniste, et puis après, par la suite, avec l'entrée en jeu des États-Unis, donc la fin de cette guerre. Mais là, visiblement, c'est appelé à durer encore plus longtemps. Et quand on voit que l'objectif initial et principal des deux alliés, donc Tel Aviv-Washington, c'était de provoquer un changement de régime, la fin du régime de Téhéran, de cette révolution islamique. Finalement, ça n'a toujours pas été atteint. Et au contraire, il semblerait que les nouveaux dirigeants soient encore beaucoup plus décidés peut-être que les précédents. Et on remarque peut-être aussi, vous pourrez peut-être le signaler ou partager cet avis, on remarque aussi une contradiction dans le discours du président américain. Après avoir fixé un délai de 4 à 5 semaines d'intervention sur le sol iranien, aujourd'hui le président américain a dit qu'il ne se fixait pas vraiment un calendrier et que c'était à lui de déterminer la fin de cette confrontation, de cette guerre. Or, les forces iraniennes ne l'entendent pas de cette oreille, ils disent complètement le contraire. Qu'est-ce que cela témoigne selon vous? De quoi ça confirme, c'est encore des éléments qui confirment qu'il y a eu improvisation, que les États-Unis se sont laissés embarquer dans cette guerre. Alors, l'une des dernières déclarations, ça a été il n'y a plus rien à détruire en Iran, alors qu'on est en train de voir que les Iraniens, la nuit passée, ont bombardé massivement l'entité sioniste. Et aujourd'hui encore. Ouais. Et aujourd'hui encore. Que les cibles, donc les intérêts militaires et même économiques très prochainement, puisque ça fait l'objet d'une menace de la part des Iraniens, ont encore été ciblés dans les pays du Golfe, en Irak. Donc, il dit qu'il n'y a plus rien à frapper, alors que les Iraniens continuent de frapper aussi. Continuent de frapper et lancent des messages clairs, on va le signaler, parce que vous avez parlé du délai de 12 jours, de la guerre de 12 jours. Aujourd'hui, au 12e jour, l'Iran a mené ses frappes les plus violentes depuis le début de ce conflit. Tareq Rafed, restez avec nous. Nous allons aborder dans un instant d'autres aspects de ce conflit, notamment l'aspect qui n'est pas des moindres économiques. Et je vous en parlais en titre. À Téhéran, une foule s'est rassemblée pour les funérailles de hauts commandants militaires iraniens, dont le chef d'état-major des forces armées iraniennes, Abdurrahim Moussavi, le ministre de la Défense, Aziz Nasir Zada, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Mohammad Pakpour, et Ali Shamkhani, conseiller du défunt guide suprême Ali Khamenei, tous tués lors de frappes américano-sionistes contre l'Iran. Et le nouveau guide suprême iranien, Mujtaba Khamenei, est sain et sauf malgré ses blessures. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le fils du président iranien, Youssef Pezeshkian, qui est aussi conseiller du gouvernement sur son compte Telegram, suite à des informations disant que Mujtaba Khamenei avait été blessé durant le raid qui a tué son père au premier jour des attaques américano-sionistes le 28 février contre l'Iran. De son côté, l'ambassadeur iranien à l'ONU, Amir Sayed Iravani, a reproché au Conseil de sécurité de l'ONU de fermer les yeux après avoir accusé l'entité sioniste d'avoir tué 4 de ses diplomates au Liban lors d'une frappe, soulignant que l'assassinat ciblé de diplomates sur le territoire d'un autre État souverain était une grave attaque terroriste, un crime de guerre et une violation flagrante du droit international. Israeli regime continue their massive attack against Iran and the Iranian people. La République islamique d'Iran condamne fermement ce crime lâche. Tous les auteurs doivent être tenus pleinement responsables. Il est profondément regrettable que le Conseil de sécurité persiste dans son silence. Le Conseil ferme les yeux sur cette grave violation, malgré sa responsabilité première en vertu de la Charte des Nations Unies, de maintenir la paix et la sécurité internationale. Au contraire,
contraire, certains membres du Conseil tentent d'inverser les rôles de victimes et d'agresseurs. Ils cherchent à récompenser l'agresseur et à punir les victimes par une résolution partiale et politiquement motivée. Une telle action, si elle était adoptée, nuirait gravement à la crédibilité et à la légitimité du Conseil. Elle ternirait sa réputation et encouragerait l'agresseur, Israël et les États-Unis, à commettre de nouveaux actes d'agression. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Demain, cela pourrait être n'importe quel autre État souverain. La communauté internationale doit agir sans délai pour mettre fin à cette guerre sanglante contre le peuple iranien. The international community must act now to stop this bloody war against the Iranian people. L'escalade au Moyen-Orient, mais aussi les développements de la situation dans la région du Sahel, sahélienne plus particulièrement, en fait ce mercredi l'objet d'un échange de vues entre le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et son homologue néerlandais, Tom Berendsen. Lors d'un entretien téléphonique, Ahmed Attaf a renouvelé ses félicitations à son homologue néerlandais pour sa nomination à la tête de la diplomatie de son pays, avant d'examiner avec lui les moyens de renforcer les relations entre les deux pays dans la perspective des prochaines échéances bilatérales. Toujours en réaction au dernier développement au Moyen-Orient, le pape Léon XIV a déploré ce mercredi la mort de nombreux civils dans la guerre en cours contre l'Iran et a également exprimé sa proximité avec le peuple libanais, affirmant que le pays ciblé par des frappes de l'antiterroriste traversait une grande épreuve, et ce lors de son audience hebdomadaire sur la place Saint-Pierre. I funerali di padre Pierre Al-Juraqi si celebrano oggi. Chers frères et sœurs, continuons de prier pour la paix en Iran et dans tout le Moyen-Orient, en particulier pour les nombreuses victimes civiles, dont tant d'enfants innocents. Que notre prière soit une source de réconfort pour ceux qui souffrent et une graine d'espoir pour l'avenir. De son côté, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a condamné ce mercredi les attaques contre les civils en Iran et réaffirmé que l'Italie ne participerait pas aux frappes menées par les États-Unis et l'antiterroriste contre l'Iran. Permettez-moi également de clarifier une fois encore la question des bases militaires, bases américaines en Italie. Il me semble que tous les partenaires européens respectent les dispositions de leur accord en la matière. Même le gouvernement espagnol, qui a fait l'objet de nombreuses discussions, a déclaré par la voix de son porte-parole qu'il existe un accord bilatéral entre l'Espagne et les États-Unis et qu'en dehors de cet accord, aucune base espagnole ne sera utilisée. Cela signifie que l'accord n'est pas remis en cause, pas plus que les activités qu'il couvre. L'Italie fait de même et il est franchement surprenant que sa décision soit condamnée en Italie et saluée en Espagne par les mêmes personnes. Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé ce mercredi à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient avant qu'elle n'embrase complètement la région lors d'un discours devant son groupe parlementaire. Il faut mettre fin à cette guerre avant qu'elle ne s'aggrave et n'embrasse toute la région. Si la diplomatie a une chance, la paix est tout à fait possible. Nous poursuivons patiemment nos efforts pour un retour à la table des négociations et la relance d'un dialogue diplomatique. Et la Chine a déclaré qu'elle n'approuvait pas les attaques contre les États du Golfe et condamné toutes les attaques indiscriminées contre des civils et des cibles non militaires. 谴责一切无差别袭击平民和非军事目标的行为。 La Chine n'approuve pas les attaques contre les pays du Golfe et condamne toutes les frappes aveugles contre les civils et les objectifs non militaires. La tâche urgente consiste à cesser immédiatement les opérations militaires
et à empêcher toute nouvelle extension du conflit. La solution réside dans un retour au dialogue et à la négociation dans les plus brefs délais afin de rétablir la paix. La solution fondamentale est de revenir ensemble sur la voie correcte, celle du respect du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales. Et dans le but de contrer la flambée des prix et d'amortir les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient, plusieurs pays membres du G7 ont annoncé ce mercredi débloquer des réserves stratégiques de pétrole que l'Agence internationale de l'énergie les oblige à détenir. Le point avec Mohamed Wali Ben Shaban. La prolongation du conflit au Moyen-Orient et le blocage persistant du détroit d'Ormuz ont poussé les pays du G7 à envisager un recours aux réserves stratégiques de pétrole. À la demande de l'Agence internationale de l'énergie, l'Allemagne, l'Autriche et le Japon ont annoncé la libération d'une partie de leur stock. L'objectif est d'injecter 400 millions de barils sur le marché pour freiner la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran. L'Allemagne soutient le principe fondamental de solidarité mutuelle de l'AIE. Cette mesure est en réalité un instrument destiné à remédier aux pénuries d'approvisionnement. Face à l'envolée des prix du pétrole, l'UE souligne que la guerre coûte des milliards d'euros à l'Europe et juge qu'un retour aux énergies fossiles russes serait une erreur stratégique. Depuis le début de ce conflit, les prix du gaz ont augmenté de 50% et ceux du pétrole de 27% en euros. Ces 10 jours de guerre ont déjà coûté aux contribuables européens 3 milliards d'euros supplémentaires en importation d'énergie fossile. C'est le prix de notre dépendance. Or, mesdames et messieurs les députés, nous disposons de sources d'énergie nationales renouvelables et nucléaires. Leurs prix sont restés stables ces 10 derniers jours. Pourtant, face à la crise actuelle, certains préconisent d'abandonner notre stratégie à long terme et même de revenir aux énergies fossiles russes. Ce serait une erreur stratégique. Cela nous rendrait plus dépendants, plus vulnérables et plus faibles. Nous devons donc maintenir le cap de notre stratégie à long terme. So we should stay the course of our long-term strategy. Dans l'attente d'une intervention sans précédent de l'Agence internationale de l'énergie, les prix du pétrole marquent une pause. Le G7 doit définir les modalités d'usage de ces stocks dont le volume d'injection devrait surpasser le sommet historique atteint en 2022. Et en riposte aux frappes américano-sionistes, l'Iran poursuit une offensive de grande ampleur sur les infrastructures pétrolières du Golfe et force la communauté internationale à chercher des solutions d'urgence pour éviter la pénurie d'hydrocarbures. Nous en parlons dans ce studio pour retrouver une nouvelle fois notre consultant Tarek Hafid. Tarek, cette parade des pays du G7, nous avons pu suivre les détails dans ce sujet, suffira-t-elle finalement à stabiliser les prix du pétrole ? En fait, ce qui s'est passé avec le G7, donc ces pays membres du G7 et la décision de l'AIEA, est venu pour essayer de calmer donc le marché. Calmer le marché, pourquoi ? Parce qu'il y a une très forte hausse. Le pétrole le brut a atteint quasiment $120. Et il y a eu un effet d'annonce de la Maison-Blanche disant que les choses sont en train de se calmer, nous sommes en train de prendre des mesures pour sécuriser donc les approvisionnements en pétrole. Des annonces qui se sont finalement avérées fausses. Et donc, l'un dans l'autre, il y a eu une manipulation et donc il y a eu effectivement une baisse, mais qui est vraiment très temporaire. Et l'AIEA vient en renfort pour essayer de calmer encore plus les choses. Mais il faut s'attendre encore à une hausse, ce qui est actuellement le cas. Puiser dans ces réserves, peut-être perçues par certains comme s'exposer, comme un risque à prendre. Si ce conflit se prolonge, selon vous, de telles mesures peuvent-elles avoir un effet contraire à celui escompté ? On va vers une situation qui va être très complexe, pratiquement ingérable, avec un dollar qui pourrait, selon certains experts, atteindre les $150 le baril. On était ces derniers jours justement avec cette hausse vertigineuse, on va dire. Et là, on va se retrouver dans une situation qui va totalement bloquer
l'économie mondiale et même le commerce mondial. Le prix du transport va être intouchable pour les denrées, pour le prix du pétrole, bien sûr, parce que tout est basé sur l'énergie. Et il y a aussi des produits qui connaissent une hausse. Par exemple, les engrais, notamment l'urée, qui a augmenté de 13% en l'espace de quelques jours. Donc la situation va devenir très très complexe. Et tout ça, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, sur la base d'une improvisation. Ni Washington ni Tel Aviv n'ont visiblement prévu une telle catastrophe. Merci beaucoup, Tariq Hafid, pour votre analyse. Et pendant ce temps, les tensions autour du détroit d'Ormuz tiennent le commerce mondial en haleine. Ce mercredi, au moins 3 navires ont été frappés à proximité de ce passage qui s'impose comme l'enjeu stratégique majeur de la guerre au Moyen-Orient. La marine thaïlandaise a d'ailleurs annoncé que le vraquier Muyari Naré avait été attaqué dans le détroit, ajoutant que 20 des 23 membres de l'équipage avaient été déjà sauvés. Et l'armateur danois Maersk a exprimé quant à lui son inquiétude pour l'approvisionnement de ses navires en carburant au Moyen-Orient et en Asie, où les stocks diminuent avec le risque d'être à court de fioul. Au Liban, à présent, l'entité sioniste a visé tout ce mercredi un quartier densément peuplé du cœur de Beyrouth pour la 2e fois depuis dimanche, tout en poursuivant le pilonnage d'autres villes, notamment du sud du pays. Le point de la situation avec Neila Hamouda. Les frappes sionistes contre le Liban continuent de s'intensifier. Pour la 2e fois en 4 jours, les missiles sionistes frappent le centre-ville, bien au-delà de la banlieue sud. Soudain, nous avons été réveillés à 5h30 par le bruit d'avions et ils ont bombardé la zone avec 3 missiles. Au début, nous pensions que c'était plus loin, mais nous avons réalisé avec stupeur que c'était dans notre quartier et c'est là que les dégâts ont lieu. Nous espérons que l'État libanais veillera à protéger les zones et leurs habitants. Si une personne est recherchée ou prise pour cible, elle ne devrait pas rester dans les quartiers résidentiels. C'est notre seule demande à l'État libanais. Dans le quartier résidentiel d'Aïcha Bekar, au centre de Beyrouth, un immeuble d'habitation a été touché par une frappe aérienne. 2 étages sont littéralement soufflés. Les habitants se sentent désormais pris au piège partout, même chez eux. Le bruit était indescriptible, la peur est indescriptible. Ça suffit, ça suffit. C'est un cauchemar. Quand est-ce que ça va finir? On n'en peut plus, on n'en peut vraiment plus. Mes petits-enfants sont là. Je ne sais pas quelle est la situation. Nous sommes des civils. Si Beyrouth est sous le choc, c'est tout le Liban qui saigne aujourd'hui. L'Agence nationale d'information rapporte un bilan d'au moins 20 morts et 26 blessés en quelques heures. Le sud du pays paye le plus lourd tribut. À Hanouia et Kafr Tabnit, les secouristes sont eux-mêmes devenus des cibles. 2 ambulanciers sont tombés en martyrs en tentant de sauver des vies. À Qana et Shehaibiyeh, on décombre plus de 10 morts. À chaque frappe sioniste, c'est le même constat de désolation. Un cessez-le-feu avait pourtant été conclu fin novembre 2024. Mais sur le terrain, cette trêve n'est plus qu'un lointain souvenir. De la Bekaa au sud jusqu'aux rues résidentielles de Beyrouth, le Liban ne fait plus qu'un dans la douleur. Une unité forcée par les bombes où chaque Libanais se demande simplement si le réveil de demain se fera lui aussi au bruit des explosions. Et l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza se poursuit également. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, le corps d'un martyr ainsi que 2 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, ce génocide a fait 72 135 martyrs et 171 830 blessés, en majorité des femmes et des enfants. L'escalade du conflit au Moyen-Orient met en péril l'aide humanitaire à Gaza, car la diminution des approvisionnements et le resserrement des restrictions d'accès mettent déjà à rude épreuve les familles de l'enclave palestinienne. Les organisations humanitaires demeurent le pilier du soutien apporté à des milliers de familles à travers Gaza, en leur fournissant nourriture, soins médicaux et nutrition.
Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.